À quoi bon la musique? À quoi bon la peinture? Qui aurait la folie de préférer Mozart à Monsieur Carrel? Et Michel-Ange à l'inventaire de la moutarde blanche? Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. Théophile Gautier, préface de Madame de Maupin, 1880. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'art pour l'art. Je m'appelle Luz Kelbut et j'animerai cette émission avec Nathalie Gartner-Roberts. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour poursuivre notre questionnement à propos de l'art pour l'art. Cet absolu est-il encore possible aujourd'hui? Pour ce faire, nous recevons aujourd'hui Madame Yo-Yo Ma qui nous fait l'immense honneur d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Yo-Yo Ma. Bonjour. Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas, vous êtes éditrice, galeriste, commissaire d'exposition, mais également la petite fille d'Aimé Mag, le célèbre marchand d'art et fondateur de la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui retrace l'histoire de votre famille, la saga Mag, édité chez Robert Laffont en 2014. Alors, comme à chaque début d'épisode, nous avons entendu un passage de Théophile Gautier, tiré de la préface de Madame de Maupin. Que pensez-vous de son adage « Tout ce qui est utile est laid » ? Je ne peux pas être d'accord parce que ça voudrait dire faire abstraction de l'architecture, du design, où il y a quand même vraiment aujourd'hui, et même de tous les temps, alors je ne veux pas dire des artistes, mais des créateurs qui ont inscrit la beauté dans autre chose que l'art plastique ou la musique ou la littérature. Ouais. Donc je ne suis pas d'accord. Et en ce qui concerne la peinture? Non, mais ce qu'il dit est très très bien. Qu'on ne peut pas comparer la musique et la peinture, c'est-à-dire que chaque expression artistique, l'un ne chasse pas l'autre. On peut être passionné par tout, on peut être passionné que par une seule expression, et on peut ne pas être passionné par une expression, et puis un jour être absolument bouleversé en voyant un tableau alors qu'a priori on aimait surtout la musique, ou en écoutant une musique alors qu'on était plutôt passionné de cinéma ou de peinture ou de sculpture. D'accord. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté avec Blanche Sabat, illustratrice et militante féministe à l'origine d'une page Instagram qui s'appelle La Nuit remue Paris. Et on lui a posé la même question et elle voyait dans les propos de Théophile Gautier quelque chose de prétentieux, quasi snob. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, pas du tout. C'est pas prétentieux, c'est pas snob. Il est dans son rôle de trouver des phrases, on va dire, qui ouvrent à polémique, mais certainement pas prétentieux et snob. En plus, il est suffisamment reconnu pour être un passionné, qu'il ait voulu un petit peu piquer avec un aiguillon, avec une phrase un petit peu, justement, qui un petit peu choque, mais je ne l'ai pas du tout ressenti comme quelque chose de prétentieux ou quoi que ce soit. D'accord. Et il y a quelques semaines, sur vos réseaux, vous proposiez une rétrospective de l'œuvre de Juan Miró, un des peintres les plus prolifiques du mouvement surréaliste. Et ce mouvement a été profondément engagé. Ils ont condamné l'exploitation de l'homme par l'homme, le militarisme, l'oppression coloniale, l'œuvre des prêtres qu'ils jugent obscurantistes, par exemple. Et ils militent pour une révolution sociale. Comment ces luttes se sont retranscrites dans l'œuvre surréaliste, notamment celle de Miró ? D'abord, quasiment toutes les œuvres de toutes les époques sont militantes. Même le joli bouquet de fleurs ou les portraits de nobles dans les châteaux, si on prend le temps de les décortiquer, de savoir pourquoi telle fleur a été mise à tel endroit, ou pourquoi le regard de parfois une courtisane, ou parfois une belle femme noble, ou quoi que ce soit, il y a toujours un message. Des artistes, c'est peut-être ce qui fait un petit peu la différence entre l'art et l'artisanat. L'artisanat va tendre à reproduire, peindre des choses jolies et sympathiques, jolies et séduisantes. Mais est-ce qu'elles vont déclencher une réflexion
ou exprimer une réflexion, hein. C'est pas toujours fait pour déclencher, mais très souvent, l'artiste parfois cache dans son œuvre un message. Alors, quant à Miro, il y a évidemment des œuvres tout à fait emblématiques de son, je dirais pas son militantisme, j'aurais plutôt tendance à dire son engagement. Je pense que c'est plus intéressant. Oui, je trouve qu'il est plus engagé que militant. C'est-à-dire qu'il défend ses convictions, mais il ne fait pas de prosélytisme. Ça n'est pas, il n'essaie pas il fait passer un message, mais sans tenter de faire changer l'autre. C'est d'ailleurs ce que j'aime en général, et ce que je trouve souvent beaucoup plus fort, parce que c'est fait sans recherche, sans intérêt, sans vouloir justement faire adhérer l'autre. Donc c'est vraiment une expression, c'est comme un cri. Miro crie son sentiment, mais n'essaie pas d'engager l'autre. En général, tout ce qui est militant ne me séduit pas. Voilà, je suis pas tout ce qui est militant c'est pas trop mon truc. J'aime bien exprimer ce que je ressens, j'aime bien exprimer ce que je pense, mais je n'essaie pas d'influencer l'autre. Je laisse la liberté à l'autre d'aimer ou de ne pas aimer mes propos ou mon sentiment ou mon point de vue. Alors, ce qui n'empêche que cette expression, on va dire engagée, elle est extrêmement visible dans certaines œuvres et elle est sous-jacente dans d'autres. Si vous prenez, on va dire, les plus emblématiques, alors je vais vous parler d'une œuvre qui malheureusement a disparu, a été détruite. Tout le monde connaît Guernica de Picasso, et Guernica a été fait pour le pavillon espagnol de l'exposition universelle de 38, je crois, 37 ou 38, et avec toute l'intelligence de Picasso qui notamment a fait cette œuvre incontournable, incontestable, historique, un des monuments de l'histoire de l'art. Il faut savoir qu'il l'a peinte dans des tons uniquement noirs, gris, noir, blanc, notamment parce qu'à l'époque, les reproductions dans les journaux et magazines étaient exclusivement noir et blanc, et il a voulu que son œuvre puisse être reproduite facilement. Alors ça n'enlève rien au génie, c'est-à-dire que la contrainte qu'il s'est donnée a apporté un talent ou une qualité supplémentaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas juste répondu à la contrainte, il a contourné la contrainte ou il a absorbé la contrainte pour en faire justement un atout. Face à ce grand tableau, dans le même pavillon, il y avait, c'était un pavillon qui était moitié ouvert, moitié fermé, fait par l'architecte José Luis Sert, et notamment il y avait une sorte de patio dans lequel il y avait une œuvre de Calder, Alexander Calder, le grand sculpteur américain, qui s'appelait la Fontaine de Mercure, et qui est une sorte de fontaine réellement, avec un bac, un bassin. Au lieu que ce soit de l'eau qui coule, c'est du mercure qui coulait. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est inenvisageable de faire couler du mercure, puisqu'on sait quand même les ravages, notamment des émanations de mercure. Mais pourquoi est-ce que Calder avait fait ça? Il avait fait ça en hommage aux ouvriers de la métallurgie en Espagne qui s'étaient révoltés contre le pouvoir totalitaire, notamment de Franco. Et donc c'était une œuvre éminemment politique, mais quand vous la voyez, puisqu'elle a été reconstituée, elle est aujourd'hui à la Fondation Miro de Barcelone, sur une terrasse d'ailleurs, si vous ne savez rien de cette histoire, c'est un chef-d'œuvre de la sculpture. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Et en face du Guernica de Picasso, il y avait une très très grande œuvre de Miro qui faisait plus de 5 mètres de haut, gigantesque, une énorme gueule comme Miro était capable de faire,
comme ça, qui s'appelait Le paysan en révolte et qui avait le poing levé. Eh bien, dans la Fondation MAG, quand on se balade dans les jardins, et notamment quand on se balade dans le labyrinthe, tout est magnifique, c'est-à-dire ce sont des belles sculptures, et il y a cet emblème presque de la Fondation qui pendant des années a été presque le symbole iconique de la Fondation. Ce grand totem, oui, c'est comme un totem avec une fourche en haut et puis un genre de lunettes comme ça. Eh bien, ça représente, imaginez mon bras, voilà, ça, et puis en haut, il y a, comme posé dessus, la fourche. Eh bien, ça a été fait en 1963, donc des années après ce paysan en révolte, eh bien, c'est le bras du paysan qui tient la fourche, c'est-à-dire que... Et Miro n'a pas dit que c'était ça. C'est là où j'aime bien son côté non militant, c'est que justement, il exprime des choses extrêmement fortes, il donne une porte d'entrée qui est l'art et l'histoire de l'art, et ensuite, derrière, si on veut chercher, il y a une raison, une motivation, on va dire, peut-être plus politisée. D'accord. Parce que c'est une figure qui semble quand même ouvertement militante. Non, je peux vous assurer que Ok. j'ai été une des toutes premières à en parler, il n'y a pas si longtemps que ça. Auparavant, elle était toujours présentée comme la fourche, et il n'y avait pas du tout de commentaires, ni même sur le site de la Fondation MAG, ni quoi que ce soit. Et c'est vraiment en rapprochant diverses œuvres de Miro que, évidemment, moi j'y ai vu ce symbole très fort. Notamment, il y a une série qui s'appelle la série Barcelone, qui est une série de litho, très 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 importante des années 30, à peu près la même époque que 38 par là, où vraiment on a tous les ravages, c'est comme du Guernica de Picasso, c'est-à-dire on voit vraiment les ravages sur la population, avec des gueules torturées, c'est atroce, c'est juste en noir et blanc, c'est d'une beauté, c'est juste au trait en noir et blanc litho, c'est comme un Guernica en bande dessinée presque, puisque c'est une vingtaine de planches différentes. Eh bien on voit tout à fait ce symbole apparaître, de même qu'il existe un timbre, bon, qui est maintenant évidemment introuvable, et une affichette qui avait été faite à l'époque, qui s'appelait Aider l'Espagne, et c'était pareil, cette grosse tête de paysan, mais les gens n'y voyaient pas automatiquement quelque chose de politique. On n'est pas dans l'art chinois militant avec le porte-drapeau, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. Par votre travail et même par votre éducation, vous avez beaucoup été en contact avec de nombreux artistes. Est-ce que vous diriez que le beau et l'esthétisme soient quand même encore au cœur de leurs préoccupations, et non seulement le message, ou l'inverse même? Tout dépend ce qu'on appelle le beau et tout dépend ce qu'on appelle l'esthétisme. Mhm. Pour continuer avec Miro, ou pour prendre d'autres artistes, ça fonctionne tout à fait bien également, il faut d'abord se poser la question de, non pas qu'est-ce qu'est le beau, mais qu'est-ce que l'art, avant toute chose. Et l'art, eh bien, dans mon sentiment, comme j'ai un très très grand respect pour la nature, une grande admiration pour la nature, sous toutes ses formes, eh bien, je me suis rendu compte que peut-être que ce que faisaient les artistes, c'est compléter cette nature. C'est-à-dire que la nature, elle a tout imaginé. Ce qu'il y a de formidable d'ailleurs dans la nature, c'est qu'à chaque fois qu'elle fait une règle, elle fait une exception. Les mammifères ne pondent pas d'œufs. Oui, mais on va faire l'ornithorynque qui va pondre des œufs. Les fruits poussent toujours en tombant. Ah bah oui, mais on va faire la banane qui pousse en montant. À chaque règle, la nature fabrique aussi l'exception. Et vous vous rendez compte que dans la nature, alors qu'il y a toutes les formes possibles, toutes les associations possibles, toutes les couleurs, tout ce qui peut être aussi bien rude que extrêmement doux. On va parler même de zones désertiques ou d'animaux étranges ou quoi que ce soit. Ça ne viendrait jamais à l'idée de dire que c'est moche. C'est-à-dire que même un mérou, une rascasse, des poissons étranges,
on va pas dire, ou la lotte, qui est sans doute le plus étrange de tous, on va pas dire la nature a fait un truc moche. Non, elle a fait quelque chose, un assemblage étrange. Eh bien, pour moi, les artistes complètent, continuent ce travail presque de la nature. C'est pour ça que ça me paraît pas possible de dire si c'est beau ou si ça n'est pas beau. C'est-à-dire que ce sont des propositions. Alors c'est peut-être ça qui fait la grande qualité de certains artistes, ou même la qualité de certains artistes, c'est que leurs associations, leurs mélanges, leurs compositions les plus étranges ne vont pas jusqu'au laid. Et que peut-être certains peintres, que moi je ne considère pas comme artistes, mais qui savent peindre, font des associations, et on ne sait pas pourquoi, instinctivement, c'est moche. Eux sont persuadés de faire quelque chose de très intéressant, mais si vous regardez l'histoire de l'art, rétrospectivement, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans l'histoire de l'art où vous pourriez dire c'est laid, vous pourriez dire je n'aime pas. Mais Giacometti, des femmes ou des hommes complètement émaciés auxquels il manque les bras, vous n'allez pas dire ça n'est pas beau. Alors est-ce que c'est ça, c'est vraiment l'histoire de la poule et de l'œuf, est-ce que c'est ça qui forme notre goût au beau, ou est-ce que c'est notre goût au beau qui nous fait apprécier ou pas ces artistes? Mais pour moi, alors il y a des gens qui vont... D'abord, on se rend compte quand on parle de beauté que la beauté telle que l'homme l'utilise, on voit qu'elle est mouvante, elle est changeante. Si on prend, je prends même pas l'histoire de la mode, mais si on prend l'histoire des femmes, ou des hommes, il y a à peu près la même chose, on trouvait extrêmement beau, voilà, des femmes très enveloppées à une époque, on les trouvait très belles quand elles n'avaient pas du tout de poitrine dans les années 30, on les trouve aujourd'hui d'une façon un peu bizarre, belles quand elles ont des formes presque trop généreuses. On voit bien que le critère de beauté n'est pas stable. En revanche, le critère de beauté à long terme, lui, est stable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec le recul, on regarde ces femmes des années 30, où justement elles faisaient disparaître leur poitrine et elles avaient ce corps tout droit, extrêmement libéré, déjà elles étaient libérées du corset, etc., eh bien on les trouve belles. Et pourtant on va aller chercher les précédentes qui étaient enfermées dans des corsets avec les seins quasiment posés, offertes sur un plateau et le cul énorme derrière et la taille très fine, on les trouve belles aussi. Parce qu'on a assimilé ces différentes expressions de la beauté. Mais en revanche, sur le moment, on va avoir nos critères du moment, qu'on ne peut pas juger avec le recul. Ce que l'on trouve beau, peut-être certaines choses que l'on trouve belles aujourd'hui, vont disparaître. Alors c'est pour ça que c'est formidable le temps qui passe, parce que le temps met tout en place, le temps remet tout en place. Quelqu'un qui a tenté de figer une définition du beau dans le temps serait peut-être Emmanuel Kant, qui en 1790 définissait le beau comme ce qui plaît universellement sans concept. Alors par là, on pourrait entendre que l'art pour l'art libère la création artistique d'un certain moralisme, voire même d'une obligation de faire passer un message. Est-ce que aujourd'hui c'est le cas, ou quel serait le nouveau but de l'art, mis à part le fait de compléter la nature, comme vous l'avez dit? Non, mais ce qui est dit là est très juste, c'est-à-dire presque un consensus universel. Oui. Sauf que pour que ce consensus universel arrive, il faut que l'universalité soit informée. Or, il y a un temps extrêmement long entre ceux qui sont informés au moment de la création de cette forme de beauté et la diffusion dans la masse et dans la masse totale. Avant que... c'est vraiment ce qui se passe. Quand
On va prendre le cubisme ou l'impressionnisme. Mais quand Georges Braque commence à décliner le cubisme, avec Picasso puis Joan Gris notamment, vraiment les initiateurs de ça, il y a tout de suite 1, 2, 3, 5, 10 personnes qui adhèrent. Et puis de ces 10 personnes, il faut que ça en devienne 500, puis 1000, puis 100 000, puis des millions. Et aujourd'hui, des millions. Et on se rend compte que ce temps est extrêmement long. Et que ça sert à rien d'essayer de le raccourcir. Ça sert absolument à rien. Alors aujourd'hui, on essaie, à coup de publicité justement, de diffuser très vite la création et l'information de la création. Ça fait que beaucoup de gens adhèrent très vite à une forme d'art, donc de beauté, mais que peut-être elle n'est pas suffisamment ancrée et qu'ils vont s'en détourner peu de temps après. Ça s'appelle la mode. C'est à la mode et puis ça passe de mode. D'accord. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, nous voyons que l'art sort quand même assez facilement des musées. Il s'est ancré dans la rue grâce au TAC, par exemple, à des manifestations, et il multiplie les formes et les médiums. Et pensez-vous qu'il soit possible que par ces processus, l'art s'étende à toutes les activités humaines et sociales? Quelle utilité? Est-ce que ce serait utile? On a absolument une envie de démocratisation de l'art. Est-ce nécessaire? Peut-être dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, peut-être qu'on a besoin de ça parce que l'art est un moyen d'évasion, de rêve. Mais est-ce qu'on a besoin que tout le monde soit acteur de ça? Donc, pas nécessairement. Voilà, donc aujourd'hui, on essaie, je pense qu'il y aura des dommages. On essaie absolument, et on veut absolument que tout le monde ait accès à l'art. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur service à rendre. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai une vision très particulière de l'artiste. Je ne crois pas qu'un artiste se révèle. Je ne crois pas qu'un artiste, parce qu'il aura vu telle exposition ou telle personne, parce qu'elle aura vu telle exposition, va se dire « Ah ben je vais devenir artiste ». Je pense que on est artiste ou on ne l'est pas. Donc l'artiste ignoré, l'artiste, ce qu'on appelle maudit, l'artiste méconnu, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils peuvent être reconnus tardivement, mais ils auront exploité leur art. Vincent van Gogh n'est pas un artiste méconnu. De son vivant, il avait des gens qui lui achetaient ou qui achetaient par l'entremise de son frère. Alors je suis d'accord, le cercle était tout petit. Mais c'est pas grave, il a fait tout ce qu'il a voulu toute sa vie. Il vivait en Hollande, il a voulu vivre à Londres, il a vécu à Londres, il a voulu vivre à Paris, il a vécu à Paris, il a voulu être en Provence, il a vécu en Provence, il est retourné à Paris, il est retourné, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a joui d'une liberté, alors qu'il n'avait pas un rond, que ses contemporains n'avaient pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on va dire en 1880, entre 1880 et 1890, hein, c'est la majeure partie de sa production, 88, 89, eh bien à cette époque-là, il était légal que des enfants de 7 ans travaillent dans des mines à charbon. Alors, j'ai beaucoup de compassion, de tristesse même pour ces enfants dont certains sont morts au travail, et je me rends compte que Van Gogh a joui d'une liberté, donc d'un luxe immense. Alors qu'il ait eu des difficultés pour manger, pour vivre, etc. Mais à Paris, vous aviez des gens qui mouraient de faim à Paris, hein, à la même époque, qui sont restés anonymes. Donc il n'y a pas d'artiste maudit, il n'y a pas d'artiste inconnu, il n'y a pas d'artiste qui ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, c'est presque trop, parce que tout le monde devient artiste. Le moindre malaise
euh, de vécu fait que les gens disent je suis artiste, alors qu'en réalité, ils vont exprimer leur mal-être sur de la peinture, sur de la sculpture, sur de la performance, etc. Mais qui ne sera que, finalement, que l'expression de leur mal-être, avec pas grand-chose de plus. J'aurais tendance à dire, tout le monde sait écrire. Quoi, tout le monde? Les gens autour de nous, on a la chance, on est dans un pays extrêmement développé. Tout le monde sait écrire. Est-ce que pour autant, tout le monde est écrivain? Ben, c'est exactement la même chose. C'est pas compliqué de peindre. C'est pas compliqué de peindre. Mais je pense que la question de la démocratisation de l'art, si elle ne profite pas forcément ou si elle ne devrait pas être au profit des artistes, tels que vous les définissez, la démocratisation de l'art profite quand même au public ou au grand public qui ne prétend pas devenir artiste, mais qui souhaite tout simplement s'informer, s'éduquer et apprendre, Oui, juste observer. mais De ce point de vue-là, la démocratisation de l'art est... ah non, mais ça, c'est très très bien, mais c'est peut-être trop D'accord. aussi. C'est-à-dire que on passe peut-être trop en surface. C'est-à-dire que justement, on oublie que certaines personnes face à des œuvres d'art pourraient avoir envie de rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet. Et malheureusement, on voit fleurir des fausses expositions qui finalement vont capter une partie du grand public, mais va amener ce grand public sur une fausse voie. Je pense, en parlant comme ça, je pense notamment aux projections maintenant que l'on fait, genre les carrières de lumière ou les... À l'atelier des Lumières, oui. Voilà. Pour moi, c'est très très dangereux. Pour moi, c'est très dangereux parce que il n'y a pas de création dedans, et c'est totalement faux. Non, il n'y a pas de création. De la part des ingénieurs. Non, ils ne font que prendre des œuvres qui existent déjà Bien sûr. et qu'ils mettent en scène. Mais la mise en scène est un art, un métier, en tout cas une technique, quelque chose que... Oui, tout le monde sait pas faire. Donc, dans ce sens-là, il mais est la important mise en que je suis scène, d'accord avec vous, c'est- la mise en scène d'œuvres créées par les autres, pour moi, c'est quelque chose plutôt de technique. Et c'est pas quelque chose d'artistique. Il faut quand même pas tout mélanger non plus. C'est comme si on disait d'un seul coup un encadreur est un artiste. Voilà, ben non, l'encadreur n'est pas l'artiste. Non, l'artiste est quand même au-dessus de ça. Celui qui a l'audace, l'inventivité, le courage, la folie, etc., le talent, tout ce que l'on veut, c'est quand même l'artiste. Donc là, on prend des œuvres existantes et on les propose au public sous forme de projection. Alors c'est très séduisant, c'est très sympathique. Mais l'émotion devant le tableau, à quel moment on l'a? Et puis c'est pas la même chose quand un artiste a voulu un tableau de 2 mètres de haut ou de 20 centimètres de haut. Ça n'est pas que Bien sûr. un tableau, puisqu'ils prennent principalement des tableaux, très peu de sculptures, mais un tableau, ça n'est pas une image, c'est un tableau. Après, libre à chacun d'explorer, de creuser pour connaître un peu Non. plus sur l'artiste et pour aller justement Non, voir des parce que expositions ça- centrées sur l'artiste. Non, parce que ça, malheureusement, il y a un très grand public qui pense avoir vu une exposition d'art et qui va quelque part s'en contenter. Ils auront C'est leur fait... problème. Oui, mais on les met sur une fausse voie. On les met sur la voie d'avoir eu de l'émotion face à une vidéo de Vincent Van Gogh et non pas face à un tableau de Vincent Van Gogh. Bien sûr, mais tant mieux pour eux s'ils ont éprouvé justement cette émotion en regardant une représentation. Ah oui, Tant mieux mais ce pour sera eux et- toujours moins... Après, quand ils vont avoir vu des tableaux de Van Gogh de 10 mètres de haut dans les carrières de lumière ou machin, et puis après ils vont voir un tableau de Van Gogh, ils vont dire « Oh bah celui-là, il est moins bien que l'autre ». Or, il y a tout à regarder là-dedans, dans l'œuvre originale. Non seulement la matière, le toucher, le format, l'usure, la craquelure, le tout. Il y a tout, la lumière qu'on va mettre dessus, les détails, la taille de la signature par rapport à ça. Le regard va pouvoir se balader dans l'intégralité de l'œuvre, alors que là, bien sûr, on ne peut pas se balader dans l'intégralité de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on prend... Imaginez une chanson. Hein?
et on va vous en donner que des extraits. Voilà. Est-ce que vous aurez accès au talent du créateur? Imaginez, on va prendre même des trucs hyper grand public classique, vous allez prendre les Beatles, et de chaque chanson, vous n'aurez que quelques mots. C'est compliqué, hein? Bah, vous répondez à ma question suivante qui était justement en rapport avec votre usage des réseaux sociaux. Je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce que peut transmettre une œuvre dans sa forme numérique ou dans sa forme physique. Et clairement, effectivement, derrière son écran, on ne va pas avoir la même émotion. Mais pour vous, quel est donc votre objectif à travers votre partage de nombreuses œuvres sur vos réseaux comme Instagram? Alors, Est-ce que c'est, d'abord l'accès... Justement, partager vos... Ouais. Pardon. D'abord, Vos œuvres préférées. l'accès est gratuit. Mhm. Hein, c'est pas la même chose. Parce que Ah oui, non, je quand comprends vous allez à l'Atelier des Lumières, je crois que c'est 15 € l'entrée. Donc, vous achetez quelque chose et vous pensez aller dans une exposition. Alors que moi, ce que je fais gratuitement, d'abord, si vous remarquez, toutes les œuvres ont toujours le titre exact et l'année de création, l'auteur, le titre et l'année de création. Et je ne mets jamais de détails des œuvres, sauf si je le marque. Parfois, je vais faire un focus sur quelque chose et je vais dire détail, même si j'ai enlevé peut-être que quelques centimètres en bas. Jamais. Je garde l'intégrité de l'œuvre parce que c'est une composition globale. C'est comme si d'un seul coup on disait je suis allé voir un concert d'un orchestre philharmonique. Oh ben j'ai pas aimé le violon. Je voudrais qu'on enlève le violon. Non, c'est un tout. Une œuvre, c'est un tout. Vous pouvez pas la dissocier. Donc moi, je la livre dans son intégrité. Et elle n'est comment je pourrais dire, une documentation. D'accord, ouais. Avec un objectif de, oui, documenter, collectionner, enfin, rendre accessible finalement aussi. Voilà. Et surtout de montrer l'ampleur de la création. C'est pour ça que ça m'amuse quand je fais des séries. Là, aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, c'est sur les chapeaux, enfin, en ce moment. J'en ai 40 d'avance de près que j'ai préparé cette nuit. Bon. Y compris des choses abstraites, etc. J'adore prendre un sujet tout à fait matériel comme ça et de montrer à quel point les artistes vont s'amuser avec ce sujet et à quel point d'ailleurs le sujet devient accessoire. C'est-à-dire que c'est la création artistique qui prime. Bonnard le disait, et pourtant c'était un peintre qu'on va considérer comme extrêmement figuratif. Eh bien, le sujet est totalement accessoire. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Là, par contre, j'ai envie que d'autres aient accès à cette information. Donc, je leur apporte cette information. D'accord. Eh bien, nous vous remercions, Madame Mag, d'avoir accepté notre invitation. C'est ainsi que nous conclurons cet entretien. Et nous vous retrouvons tous très prochainement pour un nouvel épisode de L'Art pour l'Art, le podcast qui s'interroge sur la place de l'art aujourd'hui. À très vite. Merci, bonne fin de journée à tous. L'art pour l'art. L'art pour l'art. Pour l'art. L'Art pour l'Art, le podcast qui s'interroge sur la place de l'art engagé aujourd'hui.